Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver en cette matinée du 25 juin 2020 pour une heure et demie de direct dans votre émission Bonjour d'Algérie. Alors ce matin, nous allons nous intéresser au premier événement économique que l'Algérie indépendante a organisé, à savoir donc la première foire internationale d'Algérie qui s'est déroulée ou qui s'est tenue du 28 juin au 7 juillet 1963 à la ville donc, de Khmis Meliana. L'association Le Flambeau de la ville de Khmis Meliana a justement décidé cette année de commémorer le 57e anniversaire de la tenue de cet événement. Hier, alors une décision gouvernementale au profit des enfants qui vont s'apprêter donc à passer le concours du BEF donc a été prise au profit de nos enfants. Finalement, donc le concours a été annulé au profit de ces enfants. Alors qu'en est-il donc des retombées de cette décision? Nous en parlerons dans un petit moment avec la présidente donc de l'association des parents d'élèves. Alors la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 continue et d'arrache-pied particulièrement par les associations. Et justement, l'association Sidra sera parmi nous ce matin pour revenir encore une fois sur les mesures préventives qui sont en train de se faire en ce moment au niveau du mouvement associatif, particulièrement avec malheureusement la hausse des contaminés en ce moment. Les rubriques habituelles du jeudi, à savoir Rahim Abdelaziz, alors lui, il reviendra sur les richesses holétiques et le changement climatique. Hakim Bechrout sera parmi nous pour revenir sur l'actualité sportive de la semaine. Voilà donc pour la matinée d'aujourd'hui. Mais avant de retrouver notre premier plateau, je vous laisse avec cette pause musicale en compagnie de Samir Fares, Haloul Biban.
C'était une très belle chanson en compagnie de Samir Fares, Halloul Biban. En ce moment, donc, comme je vous le disais en début d'émission, nous allons revenir sur ce premier événement économique que l'Algérie indépendante a organisé et ce sera en compagnie donc, des représentants de l'association Le Flambeau de la ville de Khmis Meliana qui est représenté ce matin par M. Sadek Sadouqi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes représentant donc, de l'association de Khmis Meliana. Oui, parmi nous ce matin également, M. Tajeddine Sahraoui. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes donc déjà enfant de Khmis Meliana, vous avez grandi là-bas, mais surtout, votre profil est très particulier parce que vous êtes basketteur international et vous êtes là donc, pour représenter un petit peu cette frange sportive de la société de Khmis Meliana. Oui, je suis aussi vice-président de l'association et participer dans la société civile, ça va me permettre de changer de ma fonction première et d'aider dans la vie sociale de notre ville. Et surtout d'apporter tout ce que vous avez appris comme expérience dans ce que vous allez faire. Surtout auprès des jeunes. Auprès des jeunes. Surtout auprès des jeunes, qui est une fonction essentielle de notre association, qui est nouvellement créée par des membres qui ont été déjà dans des associations, qui ont une expérience. Et on va essayer d'aider dans notre ville, apporter ce qu'on sait, ce qu'on a vécu, et pour essayer de relancer la vie dans notre ville. Et l'événement... Alors, juste avant de parler donc, de l'événement, on va d'abord parler de l'association. Alors, justement, donc l'association est nouvellement créée, comme vous l'avez si bien dit. Alors, d'où vient justement cette initiative, d'où vient l'idée de vous rassembler encore une fois et donc de créer cette association? Cette association, elle vient de naître, juste elle vient de naître. Nous sommes des membres fondateurs, composés par une quinzaine de personnes. أسسنا هذه الجمعية باش نشوفوا المشاكل تاع الشبيبة في الخميس مليانة. Les accompagner surtout. Oui. وفي نفس الوقت نعطوا طابع نظرة إيجابية لمدينة خميس مليانة ومواطنيها. Alors il faut dire que Khmis Meliana, quand même, c'est une ville. On s'est dit, au lieu de rester dans notre coin à parler, de décider, il faut passer à l'action. Il faut bouger. Il faut essayer d'influer la société au niveau de Khmis Meliana. Au moins, on aura une action positive sur la vie de notre ville. Exactement. Et puis quand on est une association, c'est vrai qu'on est mieux organisé. Et puis c'est vrai que ça donne quand même plus de légitimité à toutes les actions et que les gens, et que les gens peuvent vous suivre finalement dans ce que vous faites. Alors justement, sur le plan légal, on sera... Exactement, vous serez plus à l'aise finalement. Alors justement, donc vous avez créé cette association. On a dit donc vous êtes les natifs, les enfants de Khmis Meliana, donc vous êtes réunis. Mais quels sont les principaux objectifs finalement de cette association? Comme on vient de le dire, carrément social. Social. Les jeunes et surtout peut-être raconter notre patrimoine qui est oublié. Alors il faut dire que Khmis Meliana est très riche en patrimoine. Ça fait mal au cœur de voir que la ville elle est délaissée. C'est vrai qu'on est passé par des périodes, et toute l'Algérie est passée par des périodes où... Difficiles, effectivement. Difficiles. Alors on essaie de redonner, de redorer le blason de notre ville et de lui redonner son importance qu'elle avait dans le temps. Qu'elle a toujours, mais elle n'arrive pas à faire ce pas en avant pour se démarquer et tout. On va essayer d'aider, on ne va pas être les principaux acteurs, mais on sera l'un des acteurs qui vont aider à promouvoir la... Je pense que vous serez quand même les principaux acteurs parce que vous allez encadrer finalement toute cette jeunesse. Oui, je l'espère. Voilà. J'espère qu'on ne sera pas seul parce que la ville, elle compte plus de 140 000 habitants. Quand même. Oui, quand même. Plus les 30 000 étudiants universitaires qui sont à Khmis Meliana. Si vous faites le compte, ça va aller chercher dans les 170 000. Voilà. Donc, on ne pourra pas tout seul. Mais j'espère qu'on sera initiateur et qu'il y aura d'autres associations qui vont aider dans notre société. Et puis le travail se fera de façon collaborative, effectivement. Alors vous êtes en train donc de vouloir travailler avec les jeunes, vous ciblez les jeunes. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais aujourd'hui les jeunes sont en pleine réconciliation finalement avec le patrimoine, avec l'histoire. Ils veulent faire quelque chose, mais ils attendent juste qu'il y ait quelqu'un qui les encadre, n'est-ce pas? عندش الشبيبة في خميس مليانة يعني الشبان يعني ما عندهمش ما يعرفوش التاريخ تاع خميس مليانة. Nous sommes des membres adultes ou expérimentés, en même temps nous sommes sportifs.
Voilà. Vous aussi, vous êtes dans le sport? Oui, je suis aussi un basketteur. Ah, d'accord, d'accord. On est du même milieu. Vous êtes du même milieu, oui, voilà. oui. En même temps, j'étais éducateur. D'accord. الور حبينا نعطوا طابع للشبيبه باش نعرفوهم بمدينه خميس مليانه لانهم يتجاهلوا التاريخ تاعها الماضي الماضي المشرف. ما نساوش ان خميس مليانه هي مدينه تاريخيه. Oui, c'est une ville historique. هيستوريك باتريوتيك و عندها بزاف يعني مجاهدين وشهداء ضحات يعني كثير من الشهداء من اجل الاستقلال. وهي ايضا قطب ما نساوش باللي المعرض الدولي الاول معرض دولي بالجزائر انشئ في مدينه خميس مليانه عن طريق الراحل احمد بن بله رحمه الله. وبهذه المناسبه احنا اول احتفال لنا اول برنامج راح نقوم به هو يوم نحيي الذكرى ال 57 تاع احياء المعرض الدولي الجزائري نحييه بتظاهرات متنوعة في مدينة خميس مليانة إن شاء الله. Alors justement, donc là, première action que vous allez faire au sein de votre association, c'est commémorer justement le 57e anniversaire donc, de la tenue donc, de la première, donc, du premier événement économique en Algérie, à savoir donc, la première foire. Donc là, c'est une affiche, c'est ça l'affiche finalement qui a été conçue pour cet événement. D'accord, donc on est en train de la voir, on demande juste à Saïd, notre collègue, de nous la montrer de plus près. Une année après l'indépendance. Une année après l'indépendance. Une année après l'indépendance parce que à l'époque, le gouvernement algérien كانت عنده نظرة بعيدة كان يشوف بعد ما الجزائر خرجت من استراتيجية لون تيرم. فوالا لون تيرم. الرئيس احمد بن بله والطاقم الحكومي هذاك كانوا يشوفوا في الخميس هي مدينة هامة جدا. Donc là on est en train de voir l'affiche. كان يشوفوا مدينه خميس مليانه والمنطقه ككل هي منطقه استراتيجيه. ما ننسوش ان مدينه خميس مليانه هي توقع في كارفور نقطه تقاطع ما بين 4 ولايات يعني كاين وهران تيارت ولايه المديه حتى ولايه تيبازا لان كاين طريق يربط ما بين خميس مليانه ومدينه شرشال مرور بمدينه مليانه يعني عزكار. هذه قليل اللي يعرف باللي ان مدينه خميس مليانه عندها كانت هي تتوسط الجزائر وتشتهر بعده محاصيل زراعيه بالبيتراب لو بلي لي شون دي فين اللي كانوا تماك لي سوريز معروفه يعني ولهذا D'ailleurs pendant de longues années خميس مليانه faisait la foire de la cerise. لو بريمي يوزين في الجيري سي لا سكروري تاع خميس مليانه. كاين 3 يوزين كاين واحد في مستغانم وواحد في قالمه وواحد في خميس مليانه. وكاين عندنا لا بريكوتوري هنا عندنا منطقه خميس مليانه معروفه بالارجيل. معروفه بالارجيل وتم بناء يعني 3 مصانع تاع الاجور والقرميد والخزف في نفس الوقت. هذا سيراميك. ونظرا اللي موجود يعني انستاسيون محطة قطار وموجودة كانت تسهل في نقل البضائع من مدينة خميس مليانة وما جاورها إلى ميناء الجزائر العاصمة. Voilà, donc comme vous avez dit, c'est donc un carrefour qui permettait donc effectivement les échanges commerciaux entre les différentes villes. L'Algérie voulait donner un événement international à l'Algérie puisque vous savez, les informations sur cet événement sont très rares. Même sur le net, on n'arrive pas à trouver. C'est dommage parce que c'est un événement national. Il a eu à une époque où l'Algérie venait d'émerger. À cette époque, il y avait 130 stands qui représentaient 72 exposants. Il y avait la Tunisie, la Chine, la France, le Maroc, l'Inde, les USA, l'Italie et l'Algérie. C'était pas anodin, c'était vraiment important. Surtout que c'était au lendemain de l'indépendance. Oui, vraiment, le pays était vraiment en train de sortir de 8 ans de guerre et c'était vraiment... 130 ans de guerre. Non, les 8 dernières. Les 8 dernières, oui. La révolution algérienne. Oui. Alors, c'était très important. Et par là, ça a donné aussi une importance à notre ville. Nous, ce qu'on cherche maintenant, c'est par cet événement, c'est faire, à travers cette émission aussi, c'est faire
dire à l'Algérie qu'en 63, à Khamis Meliana, il y avait la foire internationale, la première foire internationale qui s'est tenue à Khamis Meliana parce que c'était une ville particulière qui avait des atouts dont Ben Bella a pensé à cette ville. Les gens vont se dire pourquoi, mais il y a les anciens qui disent comme ça, qu'il était en prison, il a noué des relations avec un certain Ahmed Fernini, un ancien Moudjahid de Khamis Meliana, une amitié qui s'est liée. Peut-être que c'était l'une des raisons plutôt qui a fait qu'il a choisi Khamis Meliana, en plus de sa position stratégique. Voilà. Il se dit même en temps des Romains, en venant de chercher en passant par Hamemrira, il fallait passer par Khamis pour aller jusqu'à Sétif. Alors, depuis les Romains, elle avait son importance. On espère à travers notre association, l'émission d'aujourd'hui bien sûr, et nos actions dans l'association, redorer le blason de notre ville. Inch'Allah. Alors justement, là, vous allez, à travers votre association, commémorer le 57e anniversaire de cet événement. Alors là, on sait que la conjoncture sanitaire actuelle ne va malheureusement pas permettre donc le regroupement, ou faire des conférences, ou faire des visites. Alors comment justement vous allez commémorer cet événement? Quelles sont les actions que vous allez faire? Ce qui se fait vraiment par le confinement, qu'est-ce qu'on utilise le plus? C'est le net. Le net. Ça sera une petite exposition, au niveau de notre siège. Mais donc bien ce sera une exposition de quoi? De photos? De photos, de vidéos, projections. Parce que la seule vidéo qu'on a trouvée de cette époque, c'est une interview. C'est une petite vidéo d'information plutôt, qui est passée à la télé en ce moment. Une vidéo de 40 secondes. Ah, quand même. Oui. On l'a envoyée à la télé, je ne sais pas, un de ces jours vous la passerez. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais on va essayer d'exposer. C'est justement l'objectif de l'association, c'est vraiment d'aller faire ses recherches et vraiment de faire renaître carrément cet événement de ses cendres, quoi. Vraiment d'aller au fin fond de l'histoire. Sur tout ce qui est électronique comme Facebook et tout, on va essayer aussi de passer les documents qu'on a pu avoir et à part là, discuter avec les gens, les jeunes qui sont membres et comme ça tout le monde saura. Vous pensez donc à faire des conférences ou juste comme ça des discussions à travers... Pour cet événement Pour cet événement. Oui, on essaie déjà. En rentrant, on a une réunion pour planifier les 2 jours à venir. Qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà une idée, mais on veut faire quelque chose d'un peu plus percutant. On peut avoir un scoop de ce que vous allez faire? Donc en plus, bien sûr, de l'exposition photo et vidéo que vous comptez faire. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Mais dès qu'on sera fixé, on vous donnera le scoop, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Donc, on va dire que déjà, il y aura cette exposition photo-vidéo, donc de retour sur l'exposition, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, probablement, vous allez inviter les jeunes donc, à participer, oui, bien sûr, à poser leurs questions, probablement. Il le faut. Déjà, nous, j'étais pas né, mais... Comme anecdote, mon père, en fouillant dans ses photos, il a sorti cette affiche. Et c'est là qu'il m'a dit que, tu sais, mon fils, la première foire internationale d'Algérie, elle a été organisée à Khamis. Et ce que j'ai omis de dire, c'est que la superficie utilisée pour la foire, c'était 7 hectares. Ah, quand même. Oui, c'est énorme. Oui, justement, le bâtiment que nous sommes en train de voir sur l'affiche, c'est un bâtiment qui représente quoi, finalement? Justement, la foire, mais comme il n'y a rien maintenant sur cette place. Oui. Et les anciens qui ont vécu ça, ils ne sont pas tous... il y en a qui sont morts. Et puis, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos, c'est un peu le flou. Il ne reste que les récits. Voilà. Mais de toute façon, j'imagine qu'avec le temps, vous allez avoir un peu plus d'informations parce que là, l'association est nouvellement créée. On commence à collecter les infos. Voilà, donc d'ici quelques temps, certainement, vous allez avoir un peu plus d'informations concernant cet événement. Et on reviendra vous donner plus d'informations. Vous serez le bienvenu, vous serez les bienvenus quand vous voulez. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On va se quitter sur un dernier mot quand même. Monsieur Sadak. نتمنى ان شاء الله الحصه ديال الاولى ان شاء الله تعطينا الشرف للجمعيه تاعنا جمعيه المشعل وتعرفنا بالاعضاء تاعها وتعرفنا بالاهداف ان شاء الله في المستقبل والشكر لكم ان شاء الله على حسن الضيافه. مرحبا بكم à tout moment. Merci beaucoup. On espère beaucoup de réussite à notre association Machar Khamis et à notre pays, l'Algérie. Inch'Allah. Nous aussi, on vous souhaite
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Donc très bonne réussite. Tout ce qui est bien. Voilà, bon vent à vous du moment Merci. que vous commencez. Merci. Et puis très bonne réussite à vous. Et puis Merci vous êtes à les vous. bienvenus. Donc on vous recevra, Inch'Allah, pour avoir plus ample information. Alors je rappelle, vous étiez parmi nous, M. Sadak Saddouri, donc vous êtes le représentant de l'association Le Flambeau de la ville de Khmis Meliana. Alors vous êtes basketteur aussi, vous êtes aussi dans le sport. Et parmi nous également M. Tajdin Sahraoui, vous aussi, donc vous êtes représentant de l'association Enfants de Khmis Meliana et international de basketball. Ouais. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Bonne réussite encore une fois à vous. Merci. Alors, en attendant de retrouver Rahim Abdelaziz pour parler un petit peu d'environnement, de changement climatique. Excusez-moi. Justement, pour donc le confinement, beaucoup d'activités qu'on peut faire, à savoir le jardinage. Mais avant cela, il faut savoir quand même qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour le jardinage. Et ce sera en compagnie de Maryam Oussaïd qui va nous présenter tout ce matériel dont on a besoin. On se retrouve juste après. Et si vous trouvez des difficultés à aménager votre jardin ou terrasse, mieux vaut faire appel à des professionnels. On fait tout ce qui est aménagement d'extérieur et d'intérieur. Quand on dit extérieur, c'est de l'apport de terre à la plantation, l'engazonnement, les décorations murales, les cadres végétaux, les murs végétaux, les murs d'eau, les cascades, comme celle-ci, les fontaines également. Donc, Garden Aménagement propose une convention d'entretien à ses clients après la finition du jardin. Donc, la convention sera signée entre les deux côtés, ce qui est tout à fait normal. Donc, voilà. Et la convention compte 2 passages hebdomadaires en période estivale. Donc, tout ce qui est tente de gazon, irrigation des plantes, taille des buis également. Et le passage se fera une fois par semaine lors de la saison hivernale. Voilà, donc de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Donc là, nous étions accompagnés de Maryam Oussaïd qui nous a présenté les outils dont on a besoin pour le jardinage, donc pour tous ceux qui s'intéressent au jardinage en ces temps de confinement et en ces temps des vacances aussi, donc en compagnie des enfants, pourquoi pas. À présent, donc restons sur l'environnement en compagnie de Rahim Abdelaziz. Rahim, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Alhamdulillah, donc vous reprenez avec nous, bonne reprise à vous. Merci beaucoup. Voilà, bien que vous n'êtes pas arrêté, vous, Rahim. Non, non, non. Loin de là. Loin de là. Loin de là, voilà. Alors, Rahim, aujourd'hui, donc vous vous intéressez toujours à des sujets d'actualité, notamment les changements climatiques, mais aujourd'hui, c'est un peu plus particulier parce que ça va être les richesses halieutiques et le changement climatique. Et ça relève toujours de la biodiversité, d'autant plus qu'il s'agit d'une richesse halieutique au niveau de notre frange côtière qui s'étire à plus de 1300 km. Et
qui est aussi jalonné par de nombreux ports de pêche et abris de pêche. L'activité pêche et le secteur de la pêche est en train de toujours de se chercher. Voilà. Alors, ils sont c'est toujours un en train monde de se chercher. Et juste... complexe qu'il faut revisiter. Et on a tenté de voir de près, percevoir plutôt de près ce secteur à travers un abri de pêche, celui de Stidia, et l'activité de pêche proprement dite, le chalutage au niveau de Al-Qol. Voilà, alors Rahim, justement, vous venez jamais les mains vides. Hein. D'ailleurs, dans un petit moment, nous allons voir tout cela en images parce que vous vous êtes déplacés et donc vous avez fait des reportages donc, sur ces petits métiers de la pêche. Mais justement, pour revenir à ces métiers de la pêche, Rahim, il faut dire que j'ai envie de l'activité elle-même est restée rudimentaire. Hein. Donc, ces petits métiers donc, sont restés, ils ont finalement hérité de ce travail de pêche, ils sont restés donc vraiment dans ce travail artisanal. Les efforts consentis par les pouvoirs, les différents pouvoirs, plutôt les différents gouvernants qui sont passés par ce secteur ont été consistants. Mais malheureusement, le secteur demeure toujours quelque part le parent pauvre de l'activité économique en général. La pêche en Algérie est loin d'être une pêche performante comme à l'image du secteur de la pêche qui utilise qui est devenu une industrie. Qui utilisent les grands moyens, à savoir les bateaux-usines qui font la haute mer. Ce n'est pas le cas de l'Algérie, où s'opère le chalutage qui s'effectue à quelques miles de nos côtes. Voilà. Et on est toujours... la pratique de la pêche, elle s'arrête et elle se limite à une pêche côtière à travers les petits métiers. Voilà, alors justement à travers les petits métiers, nous allons quand même aller voir un reportage dans ce sens et justement vous êtes donc déplacé voilà, à Kolo et vous avez donc travaillé sur la pêche côtière à Kolo. Donc je vous propose de voir ce reportage de Rahim Abdelaziz, le chalutage. Donc je vous propose de voir ce reportage de Rahim Abdelaziz, on se retrouve juste après. Flambant neuf, l'Ennis dispose d'un équipement moderne de pêche et de navigation. Un capitaine avisé, Toumi semble piloter avec aisance son crevettier italien, long de 19 mètres. Le temps passe et le soleil commence à perdre de son ardeur. Il s'agit d'un beau coucher de soleil bien méditerranéen. Et pêcher la gambasse par un temps houleux n'est pas toujours chose aisée. C'est dire que la houle et les courants de fond ont pris le pli sur le sort de la pêche en cette soirée d'apparence favorable. Tout compte fait, des bateaux comme le crevettier Ennis sont les bienvenus et rajeunir la flottille revient à moderniser le monde de la pêche.
sont de très belles images, hein, Rahim. À chaque fois, vous nous faites quand même découvrir de très beaux endroits ici en Algérie. Mine de rien, on dispose d'une très belle côte. Mine de rien, oui, quand même plus de 1600 km. Ça 1300. a été. Alors 1600 dernièrement, donc. Le dernier comptage. Le dernier comptage. Voilà. En ligne droite, ça fait 1300. Voilà, en ligne droite, exactement, à vol d'oiseau, comme on dit. Alors justement, Rahim, nous étions en train de voir, donc là, vous avez accompagné l'un des pêcheurs, donc l'un des bateaux de pêche. Donc c'était un crevettier que vous avez accompagné. Et un chalut. Voilà, et justement, donc qu'est-ce qui fait finalement que le secteur de la pêche, ou donc ces bateaux-là n'arrivent pas finalement à avoir quand même une bonne pêche? Est-ce que c'est la mer qui n'est pas généreuse, ou est-ce que c'est les moyens finalement qui ne suivent pas? Tous les plateaux continentaux, là où s'opère la pêche proprement dite, le chalutage, ces mêmes plateaux ont été raclés. D'accord. D'où la non-reproduction de la masse, la biomasse existante. On a affaire à un phénomène de surpêche. C'est pour ça que le poisson se raréfie. D'où la nécessité d'opérer ailleurs, en haute mer. Pourtant, la réglementation est très sévère concernant la surpêche, par exemple. Donc, la réglementation, par exemple, elle est là, elle réglemente bien l'interdiction, par exemple, de la pêche pendant les périodes de reproduction, oui, par exemple. Elle impose, selon les côtes, elle impose des distances, ce qui est respecté d'ailleurs. Oui. Malheureusement, la pêche, elle s'opère toujours au niveau des mêmes cales. D'accord. Ces mêmes cales issues des plateaux, elles sont endommagées, raclées, d'où l'absence de poissons. Voilà, donc finalement, il y a une surpêche, déjà, donc vous l'avez si bien dit. Et est-ce que donc aussi les moyens suivent? Donc on a parlé un petit peu des moyens rudimentaires, on a parlé un petit peu des efforts donc des pouvoirs publics dans ce sens, mais est-ce que les moyens donc suivent quand même par rapport aux investissements donc, dans le secteur de la pêche? On a beau essayer de rajeunir, multiplier la flottille existante. C'est un fait concret auquel on a assisté il y a déjà plus d'une décennie. Malheureusement, les résultats sont encore palpitants. Ce qu'il faut concrètement et le gouvernement pense à innover en matière à travers une stratégie pour justement remédier à toutes ces lacunes afin de rendre ce secteur plus dynamique. Plus dynamique. J'imagine que les pêcheurs aussi sont ouverts à toute proposition dans le sens de la modernisation. À tout point de vue, c'est-à-dire la formation des pêcheurs. Il y a des métiers qui ont tendance à se perdre, peut-être à se perdre, à disparaître même. Comment justement multiplier ces instituts où on forme la jeunesse pour moderniser ce secteur. Et c'est ce qui est en train de s'opérer. Voilà. Alors là, quand même, vous vous intéressez beaucoup, Rahim, aussi à tout ce qui est donc changement climatique, à tout ce qui est pollution aussi. Alors, est-ce que la pollution, le changement climatique a quand même ses impacts sur la rentabilité, sur le rendement de la pêche finalement? Déjà, il y a les marins, plus précisément ceux qui pratiquaient la pêche sous-marine. La pêche sous-marine. Oui. Signalé pendant les années 90 l'invasion d'une partie de nos côtes, et notamment celle de Kolo, qu'on va voir dans un visiter. Enfin, que nous avons vu. Que nous avons vu il y a un petit moment, voilà. Qu'on vient de voir, justement. Cette côte, au niveau de Temener et au large de Ouadataya, Rasataya, c'est là où s'opèrent les grandes pêches. Les fonds marins sont envahis par des algues qui viennent d'ailleurs des Bahamas, de la mer Rouge, et qui ont envahi et colonisé nos fonds. D'où la disparition
de notre richesse halieutique autochtone. D'accord. Nos fonds marins sont peuplés de Posidonie. La Posidonie a été colonisée et c'est des algues intruses qui ont envahi, d'où la disparition de ces. On a signalé ce phénomène déjà dans les années 90. 90 à travers le trafic maritime, les gros bateaux. Donc il y a eu finalement immigration. Qui sillonnaient la mer Rouge pour atteindre Gibraltar. C'est un passage dont le flux a généré ce phénomène. D'accord. Alors là, donc pour revenir toujours à la pêche et donc au métier de la pêche, nous avons un autre reportage. Et donc cette fois-ci du côté... Ça va toucher à l'infrastructure portuaire. D'accord. Qui est un facteur déterminant de la pêche. Eh ben, très bien. Donc nous allons, et cette fois-ci ça va se passer du côté ouest de l'Algérie, du côté de Mostaganem particulièrement. Donc c'est un reportage de Rahim Abdelaziz sur donc, les infrastructures, le port cette fois-ci de Stidia à Mostaganem. L'abri de pêche. L'abri de pêche, voilà. Et donc on se retrouve juste après. À l'ouest de la Salamandre, l'ancienne plage d'échouage de Stidia présente de nombreuses lacunes. Il s'agit en fait d'une plage rocheuse des plus dangereuses, et ce pour l'accostage des petits métiers en période de mauvais temps. Ici, les petits métiers pratiquent la pêche au palangrier. Le plus souvent, ce sont les filets qu'affectionnent les marins pêcheurs de Stidia. En attendant la concrétisation du projet de construction du grand port de pêche à Stidia, les marins pêcheurs continuent à subir les affres de cet abri de pêche qui cause de grands dégâts à la flottille locale, surtout en période de mauvais temps. Nous quittons Stidia pour visiter la côte est de Mostaganem. Au fond, Cap Ivy et le cordon dunaire. Voilà, donc c'était l'abri de pêche de Stidia. Alors, Rahim Abdelaziz, pendant que le reportage passait, insistait sur j'ai envie de dire, donc l'histoire finalement lourde de Stidia qui remonte quand même à quelques milliers d'années. Avant de parler préhistoire même. C'était un établissement humain avant Mostaganem et Arzew. On a Stidia et Marsa El Hadjaz au Port-au-Poul. Furent naguère des haltes puniques, des ports pour les marins phéniciens. Voilà. Les Phéniciens sont accoutumés à une civilisation maritime proprement dite. Or, aussi bien Sidi Lakhdar que Salamandre sont équipés de ports de pêche, alors que Stidia, à laquelle on a promis Mont et Merveille, à savoir un port de pêche proprement dit, elle est toujours marginalisée et vivant toujours sous cet abri de pêche qui est un danger pour les marins. Du moment
où il est ouvert au mauvais temps. Et justement, ce que vous disiez, Rahim, c'est vrai que les pêcheurs, là, en ce moment, on a vu qu'ils n'ont pas vraiment d'infrastructure pour mener à bien leur travail. Et pourtant, sur le plan environnemental, ça a ses points positifs. La pêche traditionnelle, elle préserve en parallèle la biodiversité marine. D'autant plus qu'elle se réduit à des quotas des plus minimes, sans pour autant nuire au fond marin. Voilà, Rahim, merci beaucoup pour ce voyage ce matin. Donc, on a pu voir quand même deux endroits d'Algérie, deux très belles côtes d'Algérie, notamment Mostaganem et Kolo. Donc merci beaucoup pour on aura l'occasion de voir d'autres franges côtières. Certainement. Annaba, et pourquoi pas Arzew. Voilà, et puis pas que les côtes, hein. Nous irons pourquoi pas du côté des hauts plateaux. Bon, peut-être c'est pas le moment. Peut-être c'est pas le moment, mais très bientôt on reviendra sur les hauts plateaux, notamment Bossemronde, pourquoi pas. Sidi Afera, c'était un établissement humain, c'est-à-dire qui relève de l'archéologie. On aura l'occasion d'y revenir. Effectivement. Merci beaucoup, Rahim, pour toutes ces précisions ce matin. Donc là, comme je le disais en début d'émission, donc les enfants qui s'apprêtaient à passer le concours du BEF. Alors là, il y a eu une décision gouvernementale hier. Donc c'est une décision quant à le passage du BEF. Donc il est facultatif, il est annulé. Donc c'est ce qu'on va voir dans un petit moment avec Madame Khrial, qui est la présidente de l'association des parents d'élèves. Mais avant cela, je vous propose ce reportage de Amal Arbi qui revient justement sur cette décision gouvernementale. À tout de suite. أنا كنحاول بيام وكنت مستريسيه بزاف. حاجه مليحه باسكو ما قراوش ديجا من مواد مارس حتى ل 16 سبتمبر ما قراو صافي شحال 7 شهور وباش يروح يجوز. C'est une bonne chose. وسمعنا على les élèves vont passer directement au lycée à juste les deux examens يحسبوا لهم les deux trimestres. وإils ont كيش يقولوا حطوا la moyenne pour 9, وافيك واش رانا نجوزو هاد الحاله تاع كورونا والدراري راهم بزاف ستريسي الوغ نحينا عليهم هاد لونغوس اللي راهم كانوا عايشينو بوندون لي 3 موا هادو. ما دير جابت لا مويان 11 12 بريمير تريمستر دوزيام تريمستر جاز ديريكت. Soulagement des élèves et de leurs parents. L'examen du brevet d'enseignement moyen, le BEM, pour l'année scolaire 2019-2020 n'est finalement pas obligatoire pour passer au lycée. Nous sommes très contents de cette décision qui vient d'arriver. Comme nous remercions le Bureau national des parents d'élèves, remercie vraiment la décision sage, on dirait bien sereine et très sage du président de la République et aussi du Premier ministre pour le choix. Ce choix qu'on a donné à ces élèves de passer ce BEM. Maintenant, les élèves qui ont eu un 9 de moyenne et plus, on leur dit félicitations, Lahi Barak, vous avez réussi, bien sûr avec brillance, bien sûr avec patience, Mabrouk alikum. Et tous les élèves qui ont 8, yani 9 mois, yani les moyennes inférieures, yani on va leur dire que nous sommes là aussi, les partenaires sociaux sont là, l'association nationale est là pour vous encourager et vous donner un coup de pouce, bien sûr, pour vous accompagner avec toute la famille éducative, bien sûr, pour aller passer cet examen. Une décision saluée par les syndicats de l'éducation qui ont longtemps réclamé cette mesure compte tenu de la situation de crise sanitaire et de confinement. Les élèves qui auront moins de 9, c'est-à-dire ils passent le BEM normalement, donc on aura moins d'élèves, c'est-à-dire il y aura des centres qui ont, par exemple, c'est des salles on peut faire dans des salles aller à 6 élèves ou 7 élèves par salle, c'est-à-dire il y aura l'espacement, donc on n'aura pas de problème de contaminer, c'est-à-dire le problème de ce virus. Ainsi, les élèves qui n'ont pas atteint la moyenne de 9 sur 20 ont la possibilité de passer le BEM. Leur note sera prise en considération pour le passage à une année supérieure.
Le passage donc du BEF facultatif, c'était donc un sujet de Amel Bouakba. Retour donc sur cette décision en compagnie de Madame Jamila Khiyar. Bonjour Madame Khiyar. Bonjour, merci de m'inviter. Merci à vous Madame Khiyar. Merci. Madame Khiyar. Wallah, beaucoup. C'était la grande fête et je ne vous cache pas. Alors de partout, il y a eu même des défilés. Voilà, alors Madame Khiyar, je rappelle juste que vous êtes la présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. Alors, avant de revenir sur cette décision ô combien importante et ô combien attendue, notamment par les parents, mais aussi par les élèves eux-mêmes qui vivaient quand même un stress énorme ces temps-ci. Alors, il faut dire, Madame Khiyar, qu'avant, vous vous êtes beaucoup battue pour cette décision, n'est-ce pas? Oui, mais je peux vous dire que depuis donc, le 12 mars, quand il y a eu la fermeture des écoles par rapport donc, à ce coronavirus, et puis la première rencontre donc, avec Monsieur le ministre qui s'est déroulée donc, pratiquement fin avril, là, nous avons donc donné notre point de vue parce que le ministère de l'Éducation nationale nous avait conviés à l'effet, donc tous les partenaires, à l'effet de faire des propositions. Nous avons fait des propositions, nous avons considéré, au vu de la situation exceptionnelle, qu'il fallait des mesures exceptionnelles. Donc nous avons demandé, est-ce que le BEM soit supprimé, carrément soit annulé et permettre ainsi à nos enfants de passer avec la moyenne du premier et deuxième trimestre, comme tous leurs camarades. Malheureusement, le dossier il a pris beaucoup plus de temps, puisque c'est vrai que plus lourd peut-être. C'est pas facile. Il y a quand même 630 ou 640 000 élèves, donc c'est énorme. Et là, donc il y a eu la décision du gouvernement qui avait maintenu donc le BEM. Nous avons une deuxième fois donc saisi les autorités, nous avons saisi la présidente de la République, nous avons saisi le ministère de l'Éducation. C'est-à-dire que je ne parle pas uniquement de la Fédération nationale des associations parents d'élèves, c'est l'ensemble des partenaires que je tiens d'ailleurs à remercier, à féliciter, parce que nous avons été pour une fois dans l'histoire d'éducation tous d'accord. Voilà, parce qu'il s'agissait sur le même mot finalement. Il s'agissait de la vie, il s'agissait de la santé, il s'agissait de l'avenir de nos enfants. Donc il fallait absolument leur offrir un cadre dans lequel ils pouvaient dépasser ce stress, cette maladie, parce que c'est devenu vraiment, c'est pas uniquement stress, parce qu'ils étaient atteints même sur le plan psychologique, même les meilleurs enfants. Qui avaient des 18, des 19 n'avaient plus le moral. Ils n'arrivaient plus ni à se concentrer, ni à avoir cette idée d'aller et de reprendre l'école après 6 mois d'arrêt, de passer un examen. Donc nous avons bataillé, si je puisse le dire. C'est le cas. Et ben oui. Ensuite, nous avons donc été une fois de plus donc relancés par rapport à une concertation avec le ministère. Comme d'habitude, donc j'étais la première à ouvrir le bal des concertations. C'était le fameux samedi de la semaine dernière, de 9h à 9h30, parce qu'on nous a donné un créneau. Mais finalement, je remercie quand même le ministre, parce que déjà au niveau du secrétariat général, quand j'ai commencé à exposer, et j'ai dit que c'était une décision très importante sur laquelle il fallait revenir, et que ça ne pouvait pas passer. Donc le ministre a eu la gentillesse donc, de me recevoir et de me permettre de lui expliquer le pourquoi du comment. Parce que j'avais des dossiers lourds. Nous avons des arguments, surtout. Nous avons fait une étude scientifique, c'est-à-dire nous avons été sur le terrain à travers les 48 wilayas. Nous avons écouté les enfants, nous avons écouté les parents, nous avons écouté les associations. Nous nous sommes concertés en tant que partenaires entre nous. Donc, il était évident qu'il fallait arriver à cette décision très sage, par laquelle d'ailleurs je remercie les pouvoirs publics, parce qu'ils ont donc pris en compte la revendication des partenaires sociaux. Aujourd'hui, je me félicite et je félicite l'ensemble de la communauté éducative, et à travers la communauté éducative, c'est tout le peuple algérien, parce qu'aujourd'hui c'est la grande fête, c'est le soulagement, c'est le ouf des parents, de la famille, parce que la famille était stressée. C'était pas uniquement les élèves, c'était la famille qui était stressée. Et puis, Madame Khiyar, il faut dire quand même sur le plan psychologique, ça a été très lourd, non seulement pour les enfants, mais pour les parents aussi, parce que la conjoncture elle-même, elle est très difficile. Donc déjà, on pense à la contamination, on pense à la distanciation, on pense aux conditions de l'examen. Il y a la rupture. Il y a la rupture, 6 mois d'arrêt de travail, de cours. Il n'y a pas de contact avec le professeur, même si le ministère
ministère de l'Éducation nationale, il a mis en place des moyens. Il a quand même... Il y a eu des formations à travers le digital. Il y a eu quand même le digital, il y a eu quand même la chaîne publique, la chaîne du ministère qui a été mise en place. Il y a, à travers vos ondes, je remercie également votre chaîne, je remercie également les enseignants parce qu'ils ont été à la hauteur, ils ont été là, ils ont essayé de nouer, d'avoir des contacts avec les élèves. Mais moi, je vais vous dire une chose, c'était un problème mental, c'était un problème psychologique. C'était l'enfant n'arrivait pas à suivre et n'arrivait pas à se concentrer. Croyez-moi, j'ai eu deux enfants qui sont venus me voir, qui étaient brillants. Hein? C'est-à-dire que déjà, sans rien du tout, ils avaient les 18. Donc même s'ils ne décrochent pas le BEM, ils pouvaient passer facilement. Avec la moyenne du passage. Mais quand ils sont venus me voir avec leur papa, et elle me dit, Tata, je peux pas me concentrer. Je ne peux pas me concentrer, je ne sais pas quoi faire. Et pourtant, je lui dis, mais pourquoi tu as peur puisque tu as une très bonne moyenne? Elle me dit, non, je peux pas. Et elle avait peur de la contamination, elle avait peur de cet examen. Il y a eu une rupture qui s'est installée entre l'école et la famille, entre l'école et l'élève. Et donc, du coup, mon Dieu, et puis après, même les psychologues, les psychiatres, c'est-à-dire qu'ils étaient submergés par des demandes. On demandait l'accompagnement, même à travers les ondes des chaînes de radio, j'entendais des parents demander des adresses, des noms, des psychiatres, des psychologues. Je dis, mon Dieu, où est-ce qu'on va? Vraiment, carrément, les parents sont c'est des psychiatres. Psychanalyser carrément Vous savez, moi j'ai eu l'occasion de passer sur une chaîne algérienne, la 3, avec un psychiatre qui a fait un témoignage direct dans lequel il disait que je reçois des élèves, je suis vraiment désolée, il faut trouver une solution. C'est-à-dire que psychologiquement, nos enfants étaient très perturbés. Là, aujourd'hui, je peux dire d'abord, Mabrouk, pour tous ceux qui ont obtenu le 9. Félicitations pour tout ce que vous avez fait. Félicitations à l'ensemble. C'est un combat commun, c'est-à-dire que c'est tout le monde, même vous, puisque vous nous avez accompagnés, nous étions là, vous nous avez ouvert l'antenne. C'est-à-dire que tout le monde a joué le jeu. Aujourd'hui, moi je dis que c'est une décision très sage, c'est une décision qui répondait donc à un besoin exceptionnel, une année exceptionnelle. Évidemment, les enfants qui ont obtenu le 9, ils passent d'office. Maintenant, les élèves qui ont plus 18 et 19, s'ils veulent passer leur BEM et avoir un diplôme par rapport à leur CV, pourquoi pas? Mais en fait, c'est un choix. C'est un choix. Alors justement, Madame Khiyar, je voulais revenir sur cette décision. Alors, parce qu'au fait, maintenant, c'est très mitigé. Donc, il y a une partie qui vous disent que voilà, le BEM a carrément été annulé. D'autres qui nous disent c'est facultatif. Finalement, c'est facultatif. Donc, il n'est pas annulé. D'abord, c'est mieux. C'est mieux parce que ça va permettre aux enfants qui n'ont pas la moyenne de passage, parce qu'il faut avoir un 9 pour passer à la première année secondaire. Ça leur donne l'occasion de se rattraper, de travailler, de passer leur examen et d'améliorer leur moyenne. Donc c'est excellent. Que demande le peuple? C'est-à-dire qu'on a le choix. On a le choix. L'élève qui est excellent, qui lui-même déjà, qui a 9 et plus, jusqu'à 18, il passe d'office à la première année de lycée. Il reste, bien entendu, si les élèves désirent passer leurs examens pour avoir leur diplôme, il n'y a aucun problème. Donc finalement, Madame Khiyar, les choses ne vont pas se faire au cas par cas. Celui qui veut y aller, il y va. Celui qui ne veut pas, il peut s'abstenir. Absolument. Tous les élèves qui ont 9 et plus, ils sont libres de le passer, de ne pas passer. De toute façon, ils passent d'office à la première année secondaire. Juste avec la moyenne du passage. Avec la moyenne du premier et du deuxième trimestre. Ils ont le 9, ils passent. 9 et plus, ils passent. Maintenant, vous avez des enfants qui n'ont pas la moyenne de passer. Là, les parents doivent maintenant se mettre au boulot, se mettre au travail, de mettre en place un planning, de mettre en place un emploi du temps avec leurs enfants, d'essayer de travailler, puisqu'il s'agit des leçons dispensées en classe. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les leçons dispensées à distance. D'accord. Donc finalement, toutes les questions du BEM se feront sur le premier et deuxième trimestre. Sur le premier et deuxième trimestre. La chance que nous avons, c'est qu'à la veille, c'était à la remise des bulletins, le 12 mars, quand le président de la République a décidé de fermer les portes des écoles pour mettre à l'abri nos enfants, c'était la veille de la remise des bulletins. C'est-à-dire que le deuxième trimestre était clôturé. Très bien. Pour l'ensemble des enfants de l'Algérie. Ça veut dire que les enfants qui auront à passer l'examen du BEM, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir le 9,
ils peuvent donc réviser le premier trimestre et le deuxième trimestre et aller passer leurs examens très à l'aise. Et donc là, il passe avec un examen, ça lui permet d'améliorer. Voilà. D'améliorer parce que bon... Et puis de se donner une deuxième chance aussi. Parce que vous savez, moi j'ai toujours dit que le premier trimestre c'est un trimestre d'adaptation de l'élève. Le deuxième trimestre, il commence à s'améliorer, mais le troisième, généralement, l'enfant donne le meilleur de lui-même. Là, on lui permet d'avoir une chance pour améliorer sa moyenne et puis lui permettre d'avoir sa moyenne et de passer au lycée. Donc c'est une chance. Maintenant, il reste bien entendu que tous les enfants peuvent aussi décider de passer leurs examens. Ça, c'est leur choix. C'est leur choix. Mais je rassure la famille, tous ceux qui ont 9 et plus, ils sont déjà affectés à la première année du lycée. Ceux qui n'ont pas la moyenne, en additionnant le premier, deuxième trimestre de l'année 2019-2020, là, ils ont la chance de passer leur examen et de pouvoir se permettre d'améliorer la moyenne et de faire, Inch'Allah, un meilleur résultat. Il reste les candidats libres. Les candidats libres qui représentent quand même à peu près 4 ou 3 ou à 4%. Ça fait à peu près presque 23 000 élèves. Là, eux, ils sont obligés de le passer parce qu'il n'y a pas... comment je vais vous dire ça? Et il n'y a pas une évaluation de l'année. Ils n'ont pas la chance moyenne d'avoir... du passage, finalement. Bah oui, ils n'ont pas l'évaluation de l'année, c'est des candidats libres. Là, ils sont obligés de le passer. Mais je peux dire d'ores et déjà, le fait d'avoir soulagé nos enfants, le fait de leur avoir laissé le choix de le passer comme ça, s'ils veulent le passer pour le plaisir de le passer et pour même s'évaluer. Voilà. Dire qu'est-ce que je peux faire finalement. Et puis il y a le prestige, Madame Priard aussi, avoir eu son diplôme, oui, mais avoir vous passé savez, le concours. c'est une année exceptionnelle. Voilà. Moi, je vais vous dire une chose, moi je mets à l'aise mes enfants. Moi je dis c'est une année exceptionnelle. Ce corona, nous ne l'avons jamais connu. Effectivement. Il nous a déstabilisés, il nous a touchés, il nous a chamboulé la vie, il nous a mis dans des situations qui ne dit pas son nom. C'est un phénomène, c'est une maladie internationale, donc c'est un virus. Là, nous nous adaptons donc à la situation. Je remercie les pouvoirs publics d'avoir évité, d'avoir mis à l'abri la santé de nos enfants, parce que pour lequel nous avons été très, c'est-à-dire on avait peur. Très inquiets. Très inquiets parce qu'il fallait donc prévoir, il fallait arrêter, il fallait la distanciation, il fallait les mesures de sécurité, les mesures de... Et ça fait peur à la famille. Là, non, quand même, nous sommes très à l'aise, même si, parce que nous sommes à l'aise, et toute la famille algérienne se félicite aujourd'hui, tant mieux, mbrouk alihom, il reste quand même des soldats, des soldats de l'ombre qui vont travailler. Ce sont ceux qui doivent préparer ces examens. Effectivement. C'est-à-dire l'Office national des examens, et des concours et des examens, qui eux doivent rentrer donc en confinement à partir du mois d'août pour 45 jours pour préparer les sujets pour les enfants qui veulent passer leur BEM et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la moyenne et en même temps préparer l'examen du baccalauréat. Maintenant, évidemment, c'est à la famille de s'organiser davantage et de se mettre vraiment dans la tête que c'est l'élève, après avoir retiré les bulletins, parce qu'ils sont en train de remettre les bulletins, les conseils de classe ils sont pratiquement terminés, donc ils peuvent retirer leurs bulletins au niveau des établissements scolaires de leurs enfants, et ils voient la moyenne, mais s'ils n'ont pas le 9, donc systématiquement, il faut mettre en place un programme d'accompagnement pour leurs enfants. Et il y a la télévision, puisque le ministère, il a mis en place donc la chaîne de télévision par laquelle sont dispensés des cours de révision pour donc la troisième année, pour la quatrième année moyenne et même pour la troisième année du lycée. Là, c'est bon. Et il y a évidemment aussi le travail de révision de l'élève et de la famille. Là, il faut vraiment accompagner l'élève. Il faut lui donner le cadre dans lequel il peut faire ses révisions afin de décrocher sans BEM, sa moyenne de passage. Alors, oui. Madame Priard, justement, on sait très bien que c'est avec cette moyenne du BEM, bien sûr, associée, plutôt additionnée à la moyenne du passage, qu'on va faire par la suite l'orientation des élèves au niveau des lycées. Tout à fait. Parce qu'au niveau des lycées, donc c'est des branches, on sait très bien qu'il y a littéraire, scientifique, mathématiques, etc. Alors, justement, cette fois-ci, comment va se faire l'orientation de nos élèves au niveau des lycées? Oui, c'est ça aussi que nous avons avancé comme argument. Parce que vous vous rendez compte, pour le bac, ça ne pose pas de problème.
même s'il est organisé par l'éducation nationale, après les inscriptions, toutes les étapes qui viennent par la suite, elles se font avec le ministère de l'enseignement supérieur. Donc ça ne perturbe pas le fonctionnement de l'éducation nationale. Mais les examens du BEM, l'administration, elle doit travailler d'arrache-pied, elle doit se mobiliser. En un temps record aussi, en un temps record, préparer les examens, corriger, ensuite permettre aux parents de faire le recours. Il y a les inscriptions, ensuite il y a le recours, ensuite il faut faire la rentrée scolaire. Parce que la rentrée scolaire aussi est prévue pour fin octobre, donc le temps est vraiment très court. Pour le 4 octobre. Pour le 4 octobre, donc déjà début octobre, alors vraiment c'est très court. Hein. C'est-à-dire là, avec cet allègement, parce qu'il y a un allègement maintenant par rapport aux examens, il y aura moins d'enseignants qui seront mobilisés, selon la demande, parce que je suis persuadée que les enfants qui n'ont pas la moyenne, eux, ils vont se précipiter pour se préparer, pour essayer de décrocher leur moyenne, mais ceux qui sont à l'aise, je pense qu'ils vont se reposer, ils vont être rassurés, ils vont donc, comment dirais-je, ils vont réellement profiter de ces vacances. Voilà. Les autres, ils sont obligés de travailler. Et c'est une bonne chose parce qu'ils ont une deuxième chance. Mais les enseignants qui seront mobilisés ne seront pas au même nombre s'il y avait les 600 000. Effectivement. Donc déjà, les enseignants seront plus à l'aise. L'administration sera plus à l'aise. Donc les inscriptions se feront à l'aise. Ensuite, vous avez des recours. Parce que les enfants qui ont été orientés, et peut-être que dans l'orientation, les parents ne sont pas satisfaits ou l'élève n'est pas satisfait, ils peuvent faire leur démarche de recours. C'est-à-dire que ça va soulager l'administration, surtout des établissements scolaires. Parce que ce n'est pas évident. Parce que c'est à tous les niveaux. Hein. L'établissement, le directeur d'éducation, le ministère, ils vont être vraiment demandés et sollicités. Et là, on va donner plus de temps à l'administration des établissements scolaires pour pouvoir s'occuper des recours et des orientations des enfants. Là aussi, il faut remercier aussi les enseignants. Parce que les enseignants aujourd'hui, ils sont là, ils ont repris parce que les conseils des classes, ils devaient se tenir pour pouvoir aller vers cette affectation, cette orientation et arrêter les bulletins, dégager la moyenne de l'année. Donc là aussi, ils sont en train de travailler, donc il faut aussi les remercier. Avec tout ce que nous subissons, ils sont mobilisés. Et évidemment, sans oublier donc cette famille qui était très touchée, je dirais, comment je vais vous dire ça, stressée peut-être, inquiète, elle ne savait pas quoi faire, et il n'y avait pas, on voyait pas, il n'y avait pas une vision claire. Voilà. On ne savait plus comment faire, on voyait pas le bout du tunnel. Là aussi, la famille va être soulagée, va être à l'aise, donc elle va se préparer et elle va préparer la rentrée scolaire avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus, parce que la famille, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est la fête dans les foyers algériens. Alors justement, la fête dans les foyers algériens, Madame Khiyar, alors j'imagine que vous êtes très sollicitée, votre porte est toujours ouverte, votre téléphone, je sais qu'il n'est jamais éteint. Je vous assure toute la journée. Alors dites-moi juste, Madame Khiyar, une fois que la décision donc, a été déclarée au niveau donc, des médias, quelles ont été les premières réactions? Croyez-moi, j'étais aux anges. Alors j'ai poussé un cri parce que je me suis dit, mon Dieu, on les a mis à l'abri. Parce que chauffez la chair de poule. Je vois. Parce que vous savez, quand vous êtes sur le terrain, et moi je me rappellerai toujours quand j'ai eu l'occasion de voir le ministre le samedi dernier, je lui ai dit, monsieur le ministre, revoyez le dossier, révisez la situation. Monsieur le ministre, ce sont des enfants, ce sont des petits-enfants, ils ont l'âge de 14-15 ans. Ils n'arrivent pas à savoir pourquoi l'école est fermée. Ils sont coupés du monde, ils sont Madame coupés. Khiyar, il faut dire que c'est la tranche de société où l'enfant est peut-être plus fragilisé qu'un autre. Alors, vous savez, quand j'ai eu l'information, j'ai dit, enfin, c'est une décision sage. C'est-à-dire que finalement, ça m'a rassurée. Je me suis dit, tout ce que nous avons fait, tout le travail que nous avons fait sur le terrain a apporté ses fruits. Et puis surtout que nous avons été écoutés, entendus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on peut dire que réellement, il y a une écoute et que nous, en tant que partenaire social, parce que croyez-moi, quand il y a eu l'arrêt, quand ils ont décrété les dates des examens, j'en étais malade. C'est simple.
quand je l'ai lu, j'étais malade. D'ailleurs, ma première réaction, c'est d'appeler le ministère de l'Éducation nationale. J'ai dit, mon Dieu, pour le bac, il n'y a aucun problème. C'est des enfants quand même assez grands. Ils sont conscients. Et puis le bac, Madame Khia, le bac, c'est une obligation. Mais c'est-à-dire que le BEM, je fais le BEM, c'est-à-dire, bon, c'est bien. C'est bien, c'est un diplôme. C'est quelque chose qui va venir rajouter quelque chose sur le CV de l'élève. C'est bien d'avoir son petit truc. Mais c'est une année exceptionnelle. Et puis surtout, ça a toujours été un moyen de passage. C'est-à-dire, même si l'enfant n'obtient pas son BEM pendant son examen et qu'il a une moyenne de l'année à 10, il passe. Donc ce diplôme, finalement, ce n'était qu'un diplôme qu'on mettait dans un tiroir. Donc il fallait mettre à l'abri la santé des enfants. Et je disais au monsieur le ministre, je lui dis, monsieur le ministre, quand on lance de la formation professionnelle, quand on lance par exemple pour aller vers des recrutements par rapport à une formation donnée, à un stage donné, je lui dis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, donc touche les enfants de la 4e année moyenne et les enfants de la 3e année de lycée. On ne parle pas, on ne dit pas les enfants qui ont obtenu le BEM. Quand on lance un concours ou quand on lance une formation, on dit les enfants ayant le niveau de la 4e année moyenne. Voilà, c'est très clair, parce qu'avant, par exemple, on exigeait, par exemple, un certificat d'études. Avant, maintenant, non. Avant, mais depuis 2002, je pense que ma mémoire ne me trahit pas, ça a toujours été un BEM de passage. C'est-à-dire, vous avez le BEM, vous passez d'office. Si vous n'avez pas le BEM et que vous avez la moyenne de l'année, vous passez d'office. Donc finalement, ce n'est qu'un moyen de passage. Bon, c'est bien de l'avoir dans son petit... c'est une petite expérience. Bien sûr. Mais là, cette année, je peux dire à nos enfants, c'est une année exceptionnelle. Nous avons eu des mesures exceptionnelles. Au nom de tous les enfants d'Algérie, de la famille algérienne, je remercie l'État algérien. Je remercie également tous les partenaires sociaux, parce que tous les syndicats avaient pour but de protéger et de veiller au bien-être de l'élève. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai dit au commencement que c'est pour la première fois dans l'histoire où nous avons été tous d'accord. Et là, c'est excellent. Encore une fois, je félicite tous ceux qui ont obtenu le 9 et plus. Je leur dis, passez des bonnes vacances. Déstressez-vous et mabrouk alaykoum. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas la moyenne, vous avez une deuxième chance. Préparez-vous, passez votre examen, obtenez votre moyenne et passez au lycée. Madame Khiyar, de notre tour aussi, à notre tour plutôt de vous féliciter, de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ces enfants. Donc on l'a vu hier à travers les réseaux sociaux, donc l'euphorie, le bonheur, donc il s'est dégagé un petit peu de soulagement. Effectivement, le soulagement donc de ces élèves, de leurs parents aussi. Donc nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour nos enfants. Et puis vous avez insisté sur les faits que vous avez tous été d'accord pour une fois sur une décision. Et bien Inch'Allah, ce sera une bonne expérience pour vous et vous allez apprendre de ça. Enfin, tous les acteurs apprendront. Ça nous a permis de nous rapprocher davantage. Et vous serez donc plus proches toujours à l'avenir, donc toujours pour le bien de nos enfants. Merci beaucoup, Madame Khiyar, d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup de vous être battue finalement pour ces enfants et donc d'arriver à une solution finalement qui arrangerait tout le monde. Donc, tant mieux, qui n'a exclu personne finalement. Donc qui donne finalement une chance à ceux qui n'ont pas réussi, qui soulage ceux qui ont réussi. Donc la balle finalement est dans le camp des familles maintenant. Des familles. Maintenant, c'est à nous de prendre en charge nos enfants. Voilà. Madame Khiyar, merci beaucoup. Merci. Je rappelle, Madame Jamila Khiyar, vous êtes la présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous. Et puis on vous recevra, Inch'Allah, probablement pour parler de la rentrée scolaire. Pourquoi pas. Donc pour voir un petit peu les conditions dans lesquelles se fera plutôt les rentrées scolaires. Donc merci beaucoup. Alors, vous le savez, le port du masque reste obligatoire dans les endroits publics, dans les places publiques. Donc pour briser et casser la chaîne de la propagation du virus, du coronavirus Covid-19. Et là, donc c'est un reportage de Saïd Fallak qui revient sur l'obligation du port du masque. Je vous laisse donc avec ce reportage, on se retrouve juste après. Le port du masque pourrait devenir obligatoire. Pour les habitants de la capitale actuellement et au vu de la conjoncture sanitaire, beaucoup le portent durant leur sortie. Certains ne l'ont néanmoins toujours pas adopté. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité, mais dans les commerces et les grandes surfaces, mettre sa bavette et respecter la distance de sécurité n'est plus un choix depuis quelques jours. C'est désormais une obligation dictée par la tutelle. On va dire, la seule barrière pour éviter la maladie,
autant que ça soit le masque autre chose. Le port du masque devrait être obligatoire dans les espaces publics et ce jusqu'à la fin de cette crise. Nous devons prendre nos précautions durant les mois à venir. Ce vendeur de fruits et légumes a quant à lui trouvé le moyen de faire parvenir les courses à ses clients. Ici, dans notre magasin, on remarque qu'il y a des gens qui respectent ça. Ils portent les masques, ils portent les gants, même la distance, ils sont en train de la respecter. Ici, on a développé un site pour avoir la livraison, pour ne pas avoir le contact, pour avoir le confinement obligatoire. Ça sera une nouvelle habitude à adopter, certes, mais c'est surtout un geste qui sauve la vie. Pour certains, le port du masque obligatoire et l'application des mesures décidées par le gouvernement doit être prolongé. C'est une obligation, haja obligé. Sans ça, واحد يقعد في الدار فات ما يخرجش شي صاغد البرا لازم له un masque لو كان 1 mètre. Constantine est la première wilaya à avoir rendu le port du masque obligatoire depuis plus d'une semaine, en attendant une officialisation du port du masque dans le reste du pays, suivant l'évolution de la situation sanitaire. Voilà, donc on voit quand même et on ressent à travers ce reportage de Saïd Fellag la prise de conscience et l'importance donc du port du masque, particulièrement dans les endroits publics. Donc la lutte contre la Covid-19 continue, notamment à travers les mouvements associatifs. Ce matin, nous recevons Mariam Chikiro. Bonjour Mariam. Bonjour. Alors Mariam, vous êtes la secrétaire générale de l'association Sidra. Oui. Alors on va revenir, avant de parler un petit peu de vos actions sur terrain et particulièrement la lutte contre le coronavirus Covid-19 donc, que vous êtes en train de mener donc, depuis les premiers cas ici en Algérie. On va rapidement peut-être revenir sur votre association. D'accord. Donc l'association Sidra est une organisation de jeunesse qui a pour objectif la promotion de la citoyenneté active des jeunes et ce dans les différents domaines, solidarité, éducation, développement de la jeunesse et l'environnement. Donc et à travers les jeunes, nous agissons dans les différents domaines quand on promouvoit le volontariat, le bénévolat et notre association est une organisation qui accueille, qui agit pour les jeunes, par les jeunes en fait. C'est les jeunes qui sont acteurs et qui mettent en place les actions qui sont sur le terrain dans le contexte actuel. Le contexte actuel, la conjoncture difficile que nous sommes en train de passer. Alors Mariam, votre association, elle est active sur le plan national ou juste régional? Nous sommes une association de la wilaya d'Alger, mais nous activons sur le territoire national à travers des partenariats avec les associations locales. Voilà, de toute façon, on ne peut pas faire autrement quand on est dans le mouvement associatif. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Le travail interassociatif est très important car quand on travaille avec des associations locales, elles connaissent mieux leur territoire. Donc ça permet d'avoir des actions beaucoup plus impactantes. Et puis un échange d'expérience aussi. Bien sûr, parce que même si on est dans le même pays, mais peut-être les différentes régions diffèrent. Exactement. Sur le plan patrimoine d'ailleurs. Exactement, le plan social, la structure sociale, la culture, de différentes manières. Même la culture d'agir est différente d'une wilaya à une autre. Et ça nous permet ainsi de nous enrichir et d'avoir des actions, disons, plus ciblées et plus impactantes. Voilà. Alors, Mariam, il faut dire que depuis le premier cas du Covid en Algérie, à savoir fin février, donc qui a été dépisté ici en Algérie, donc depuis la fin février, vous avez mis un plan d'action et donc vous travaillez d'arrache-pied pour justement combattre ou lutter contre la propagation du coronavirus. Effectivement, notre association, dès les premiers cas qui ont commencé on va dire, à se dépister en Algérie. Déjà au niveau de notre organisation, nous avons interrompu toutes nos actions publiques. Nous avons commencé à faire de la sensibilisation. Et la première des choses que nous avons fait, c'est de préparer une vidéo de sensibilisation avec un spécialiste de l'hôpital en réanimation de l'hôpital de Beni Messous et que nous avons diffusé sur les réseaux sociaux, qui a eu un grand impact.
plus de 500 000 vues, qui a été même reprise par la télévision nationale algérienne. La vidéo a été reprojetée à la télé. Nous avons aussi mis en place beaucoup de campagnes de sensibilisation à travers l'affichage, comme je dis, les réseaux sociaux, l'affichage. Nous avons travaillé en partenariat avec une association de médecine aussi pour accueillir du matériel, voilà, les masques, pour la distribution. Surtout au début, il faut voilà, dire, exactement, il y a eu quand même une rupture de matériel. Exactement. C'est ce qui rendait les choses un peu plus difficiles finalement. Oui. Donc nous sommes mobilisés, nous avons travaillé en partenariat avec d'autres associations et heureusement il y a eu aussi le cadre juridique qui a favorisé, parce que c'est un matériel qui est arrivé de l'international, c'est des dents qui sont arrivées de l'international pour être redistribuées dans nos hôpitaux. Donc nous avons travaillé en partenariat avec l'association MEDSA pour accueillir ces dents-là et puis de les redistribuer dans les hôpitaux. Ça c'est dans tout ce qui est sensibilisant jusqu'à maintenant, hein, rien que la semaine dernière nous avions monté aussi avec le déconfinement, fait aussi un spot de sensibilisation pour justement quels sont les gestes barrières de notre quotidien à adopter pour éviter les contaminations, par exemple rien qu'en allant faire nos courses. Voilà, parce que c'est vrai, le port du masque, la désinfection, le fait de faire une liste de courses en rentrant au supermarché pour éviter de toucher tous les produits, de contaminer ou d'être contaminé. Voilà. En fait, c'est des gestes simples de notre quotidien qu'il faut qu'on adopte. Aujourd'hui, tout notre comportement doit s'adapter au contexte local, au contexte actuel. Et c'est très important d'avoir les bons gestes, sinon il suffit d'avoir des gestes, de rien pour être contaminé. Parce que c'est vrai que finalement sur le plan psychique, hein, c'est un réflexe chez l'être humain, hein, c'est pas spécialement algérien ou pas, mais c'est vraiment dans le monde. Il suffit qu'on parle de déconfinement, on a un petit peu cette fausse sécurité qu'il n'y a plus de Covid finalement. Et donc on va un petit peu se laisser aller, on va reprendre un petit peu nos anciennes habitudes et on se dit, bon, du moment qu'il y a déconfinement, donc finalement, il y a éradication du virus. Or que non. Donc finalement, le virus est là, il suffit juste de s'adapter. Finalement, de reprendre sa vie normale avec un peu plus d'attention. Exactement. C'est aussi l'effet au fait du confinement. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup de restrictions quand on est confiné, on est loin de ses proches. Psychologiquement, c'est très dur d'être isolé. Donc dès qu'il y a des confinements, donc c'est dur. Et c'est là puis les embrassades, et puis les câlins. Et c'est là qu'il y a le plus grand risque, parce qu'on risque rapidement de reproduire des actes qui sont encore plus graves qu'avant. Donc c'est d'ailleurs, Mariam, on le voit à travers les chiffres quand même qui sont très inquiétants. Donc il y a quand même une rehausse finalement des chiffres. On l'a vu hier seulement, on était à 171 cas, chose qui est quand même effrayant. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très important que tous les citoyens, pour ne pas justement revenir au confinement, parce que ça a été difficile pour tout le monde, que ce soit les individus, les entreprises, pour l'économie nationale et internationale. On dit que le Covid a complètement changé le monde, que le monde d'après ne sera plus le monde d'aujourd'hui. Donc justement pour éviter de revenir au confinement, de perdre des proches, de nous préserver nos proches aussi. Il est très important. Préserver le mental aussi, Mariam, parce que déjà la conjoncture est difficile. Donc si on va encore aller vers un autre confinement, ça va être encore plus difficile pour le psychique. Donc là, c'est vraiment le concours de tout le monde. Hein. Aujourd'hui, il faut engager la responsabilité de toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés. On voit maintenant, honnêtement, jusqu'à des heures tardives parfois, même avec des horaires de confinement, au-delà de 20h dans les quartiers, vous savez, dans les ruelles, pas dans les grandes rues, encore des enfants dehors, on voit encore des gens se mettre dans les quartiers là où il n'y a pas de surveillance. Et là, moi j'en appelle à la responsabilité des personnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en laissant justement les enfants à l'extérieur, en restant nous à l'extérieur, en sortant pour des raisons qui ne sont pas valables, on met notre vie en danger, mais celle aussi de nos proches. C'est très important parce que les jeunes, on se dit oui, on est quelque part immunisé, on n'a pas trop de risques, c'est les personnes âgées, mais honnêtement, personnellement, je ne pourrais pas porter la responsabilité de contaminer mes parents. Vous savez, c'est très lourd de se dire si un de nos parents est contaminé, c'est dire que peut-être moi,
par mon inconscience, on va dire, j'ai pu contaminer mes proches et ça, c'est très important de faire très attention. C'est une responsabilité lourde Exactement, à prendre, exactement. Et les actions de l'association Sidra, c'est vrai, on a beaucoup travaillé sur la sensibilisation des citoyens, mais aussi en contrepartie, on a mis en place en ligne, on a beaucoup travaillé sur le digital, parce que comme il y a confinement, donc tout le monde qui est sur son téléphone, tout le monde qui est en ligne. En parallèle, on a proposé tout un programme de formation pour les jeunes à travers des vidéos éducatives sur la gestion associative pour que les gens continuent quand même à se former et quand même de la ressource pour travailler. On a un site web où on met des fiches pratiques, des guides pour la gestion associative, de comment s'engager, de structurer. Et on a incité les jeunes justement à profiter de cette période de confinement pour se former, pour structurer, pour s'organiser, pour aussi jouer un rôle. Au-delà du Covid, on a travaillé aussi sur une fiche pratique sur la gestion de la crise. Comment gérer des crises quand on gère des associations. Donc, comment la sortie de crise. C'est très important qu'il y ait aussi une partie formation qui accompagne aussi de profiter de cette période de confinement. On a vu partout dans le monde, il y a des gens qui se sont mis à la cuisine, au sport, à se former. Donc nous, on a joué aussi un rôle sur cette partie-là. Il y a eu aussi une aide alimentaire, donc avant, pendant et après le ramadan, la distribution de colis alimentaires, parce que bien sûr, cette crise a eu un impact économique considérable. Surtout sur les journaliers, par exemple. Donc, exactement. Les salariés, peut-être qu'ils n'ont pas été aussi touchés que les journaliers. Mais les journaliers, quand même, ils en ont bien souffert. Oui, voilà, il y a des familles qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans revenus. Donc il était très important d'être solidaire. Heureusement, grâce à aux dons des personnes ou dans des entreprises qui ont été très solidaires, on nous a aidés, en contribuant, on a pu distribuer des milliers de colis sur le niveau national en partenariat avec des entreprises, soutenir aussi ces familles-là, parce que quand on est en crise, c'est très important de faire passer des messages de solidarité. C'est pas chacun pour soi. Non seulement on doit se préserver, mais aussi on doit aider son prochain plus que jamais. On a cette culture d'aide. D'habitude, c'est vrai que d'habitude, il y a beaucoup d'entraide, on le voit, les campagnes de Ramadan et tout, mais cette année plus que jamais, parce que tout le monde est devenu susceptible d'avoir besoin d'aide. Même ceux qui d'habitude travaillaient sont devenus sans revenus, donc il était important pour les associations de se mobiliser. Et alhamdoulilah, il n'y a pas que l'association Sidra, on a vu plein d'associations sur le territoire national. Pas que des associations d'ailleurs. Même les entreprises, des individus, des jeunes, des étudiants. Donc exactement, des collègues. De toute façon, c'est magnifique. Moi, je le dis à travers même on a vu des compétences. C'est pour ça que c'est important de dire pas que dans le côté sensibilisation et dans le côté solidarité, on a vu des jeunes se mobiliser dans les universités pour créer des prototypes. C'est-à-dire que cette crise a été une opportunité pour innover, a été une opportunité pour croiser les savoirs, croiser les compétences. Et mettre en lumière toutes ces compétences finalement. C'est très important. Qui étaient enfuies, qu'on ne voyait pas finalement. Exactement. Et on va dire que c'est l'avantage un peu des crises, c'est que quand on est en crise, on sort un peu de notre espace de confiance et on essaye de relever les défis avec de nouveaux challenges, de nouvelles propositions. Et c'est ce qui est très bien. Maintenant, ce qui est important, c'est de pérenniser ces actions-là, de pérenniser ces bonnes pratiques, parce que tout le monde a eu, on va dire, les bons gestes durant la période de confinement. Aujourd'hui, et surtout, on sait que la saison estivale va débuter, donc c'est très difficile de ne pas aller à la plage, c'est très difficile de ne pas partir en vacances pour ceux qui ont l'habitude de partir en vacances. Donc encore plus que jamais, il faut faire très attention. Vous avez un programme dans ce sens, Mariam? En fait, on continue toujours, nous, à faire de la sensibilisation, au retour dans le quotidien de tous les jours. Et on attend aussi, parce que là, on est en train de voir qu'en train de se remonter, on attend aussi les décisions, parce que toujours en confinement, même mais jusqu'au 30 juin, pour justement pouvoir voir quelles sont les actions à mener dans ce sens. Aujourd'hui, c'est le retour petit à petit au quotidien à travers se positionner, est-ce qu'il va y avoir au confinement, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles dispositions, parce qu'on voit très bien que beaucoup de citoyens, quand même s'il y a ces résultats, qu'on voit qu'il y a un relâchement dans les pratiques, de comment aujourd'hui, à travers les structures nationales, les décideurs vont accompagner
ce changement. Et nous, on est en attente parce que bien sûr, on joue le rôle de maillon des décisions centrales. Donc nous, on essaye à notre niveau de sensibiliser. Mais c'est très important que les bonnes décisions soient prises au niveau du gouvernement et pour que les associations, pour que les collectifs, les entreprises puissent s'adapter par la suite. À s'adapter par la suite et surtout accompagner le programme. Très important, oui. Accompagner le programme, proposer des actions dans ce sens, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas proposer des actions et que par la suite, ça soit contradictoire avec des décisions gouvernementales. Donc, pour l'instant, comme j'ai dit... Il y a une harmonie dans ce sens. Exactement. Il y a eu des confinements. On a mis en place des campagnes de sensibilisation sur la gestion, le retour au quotidien à travers... Voilà, on travaille, nous, en tant qu'organisation de jeunesse, on travaille beaucoup sur le digital parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de citoyens, même nos parents, hein, moi, le dernier, mon père, cette année, il s'est mis aux réseaux sociaux. C'était le dernier de la famille, hein. Ma mère, ça fait longtemps. Donc on voit que même les autres générations, on voit maintenant même des grands-parents se mettre sur les réseaux sociaux. C'est l'alternative d'aujourd'hui et de demain. C'est ça l'alternative d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on doit atteindre ces familles, atteindre ces personnes à travers les réseaux sociaux. Donc notre action se situe surtout à ce niveau-là. Donc nous attendons les décisions gouvernementales pour pouvoir par la suite proposer des actions. Voilà, exactement, des programmes d'action. Alors justement, Mariam, jusque-là, donc depuis que le confinement a commencé, depuis donc les premiers cas ont été dépistés en Algérie, donc vous avez travaillé directement avec la population, directement avec la société. Donc, quelle a été finalement la réaction de la société? Est-ce que ça a été très facile finalement de les emmener vers de nouvelles mesures ou il fallait encore faire plus d'efforts pour inculquer une nouvelle culture finalement qui s'impose du jour au lendemain? Vous savez, quand on le dit toujours, quand il y a changement, il y a toujours résistance au changement. Vous savez, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ne croient pas au Covid. Malgré ces chiffres, il faut dire les vérités. Hein. Pas plus qu'hier d'ailleurs, pas plus qu'hier. Chez l'épicier d'à côté, donc j'étais en train de faire mes courses et puis il y a un qui dit « Non mais franchement, vous y croyez toujours au corona ?» Je me dis « Oui, mais les chiffres parlent. » Il fait « Non, on dit ça à la télé. » Et pourtant voilà, il y a toujours des gens qui n'y croient pas. Qui n'y croient pas, donc c'est très important. Et je pense aussi que l'impact qu'il a eu dans notre pays par rapport à d'autres pays européens où les chiffres étaient... C'est vrai que les premiers temps, les gens avaient très peur. Ils commençaient à faire les courses en masse, ils pensaient qu'on allait atteindre... Il y a eu beaucoup de ruptures de denrées alimentaires. Exactement, il y a eu directement les gens étaient directement sur la défensive, mais par la suite, les gens commençaient à être rassurés. Ça n'arrive qu'aux autres et ces chiffres... Mais on le voit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de mener des actions à travers des gens qui sont dans les hôpitaux, qui travaillent. C'est pour ça qu'on a, nous, on travaille avec des associations de médecins, des associations qui sont en face de ces malades pour justement transmettre cette réalité. Et il y a résistance parce que les gens ont besoin de renoncer au fait à quelques habitudes qu'ils avaient avant. On se dit rien que les dîners familiaux, les fêtes. Ça, c'est difficile de renoncer à tout ça, de faire des sacrifices. Mais faire de la sensibilisation est très important. Changer, ne pas avoir toujours le même discours. Une fois que les gens s'habituent, ils disent bon, ça devient naturel et normal. Donc il faut automatiquement s'adapter. La persévérance de votre part. Voilà, Mariam, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Vous êtes très dynamique, vraiment merci pour tout ce que vous faites sur terrain. Pour la lutte, donc vous-même, vous êtes donc en plus donc de l'armée blanche, comme on l'appelle si bien, qui est au devant de la scène. Donc vous-même, vous êtes au devant de la scène. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. On vous dit bonne continuation. Merci beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup aux médias aussi, parce que vous êtes là, vous nous donnez la parole, vous donnez des espaces. Et ça permet aussi de sensibiliser. Ça fait partie finalement de la campagne de sensibilisation. Mariam, je rappelle, alors Mariam Chikour, vous êtes secrétaire générale de l'association Sidra. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Avec grand plaisir. Ce matin. Voilà, donc nous arrivons à la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous avec un très grand plaisir à partir de demain, donc 9h, Inch'Allah, pour 1h30 de direct. Mais sinon, comme le disait si bien Mariam, insistez, si on n'a rien à faire, il vaut mieux rester à la maison. La Covid-19 est toujours là. Donc prenons des mesures barrières afin de casser donc la chaîne de programmation. Donc prenez soin de vous. Je vous dis excellente journée à vous.